Bienvenue sur la chaîne de Ciel et Espace. Pensez à liker et à vous abonner à la chaîne pour suivre nos actualités et nous soutenir. Si vous souhaitez continuer votre découverte de l'univers avec Ciel et Espace, nous vous offrons 20% de réduction sur votre premier abonnement papier, premium ou numérique au magazine, avec le code Callisto. Vous recevrez Ciel et Espace tous les 2 mois, directement chez vous, et avec la formule premium et numérique, vous aurez accès à la version en ligne, ainsi qu'à tous nos anciens numéros numériques, soit plus de 120 numéros. Merci beaucoup pour l'introduction. Alors j'aime beaucoup commencer cette conférence par cette photo, parce qu'il y a une photo en fait, c'est pas juste un fond noir si vous avez bien remarqué. C'est la toute dernière image d'Uranus que l'on ait prise in situ, comme on dit dans l'exploration spatiale, donc par une sonde spatiale qui était effectivement proche de cette planète. Et cette photo date donc de 1986. Et donc c'est pour vous dire, voilà, une des motivations de cette conférence et donc du projet Uranus Orbiter and Probe, c'est de retourner vers Uranus puisqu'on ne l'a pas visité depuis 1986. Alors, je reviens aussi à un petit peu d'historique. Ici, j'ai pris une capture d'écran d'un logiciel que sans doute vous connaissez dans la salle qui s'appelle Stellarium et qui vous présentait un magnifique alignement de planètes qui a eu lieu en juin 2022. Et donc, on y voit les planètes visibles à l'œil nu du système solaire, donc Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Et donc, vous n'êtes peut-être pas sans savoir que pendant très très longtemps, on ne connaissait que ces planètes-là dans le système solaire, jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose qui existe rarement dans l'histoire de l'humanité, à savoir qu'un humain découvre une nouvelle planète. Cet humain, c'était un astronome amateur, comme on dirait aujourd'hui. C'était un musicien rescapé qui revenait de... Alors, je suis pas historienne, donc je suis très prudente sur la... Enfin, cette partie de la conférence va être peut-être moins précise que la suite, mais voilà. Donc, il était en Allemagne, dans une famille de musiciens militaires. Donc, les musiciens militaires au XVIIIe siècle, tant que c'est la paix, c'était très sympathique comme position. Par contre, quand la guerre a commencé, là, les parents de cette fratrie de musiciens militaires, quand ils ont réalisé que leurs enfants allaient jouer du pipeau en première ligne, là, comme dans les films qu'on voit aujourd'hui, genre Barry Lyndon, etc., et qu'ils allaient donc mourir dans d'atroces souffrances, ils les ont envoyés en Angleterre. Et donc, le frère le plus âgé, William, est parti avec 2 de ses frères en Angleterre pour fuir la guerre. Et donc là-bas, il travaillait en tant que musicien. Mais comme il aimait beaucoup l'astronomie, il fabriquait pour le plaisir des télescopes. Et donc, il a fabriqué notamment un télescope qui, un jour, lui a permis de découvrir un objet lumineux qui bougeait par rapport aux étoiles fixes dans le ciel. Donc, au début, il a pensé que c'était une comète, puisque c'était souvent ce que les gens découvraient comme ça. Et puis, en écrivant à des astronomes professionnels, il s'est rendu compte que la comète, elle aurait une distance au Soleil à peu près constante au cours du temps, et donc que ce n'était pas une comète, mais une planète. Et donc là, gros buzz. William Herschel est anobli, devient Sir William Herschel, et il obtient une pension royale pour faire ses travaux d'observation, donc il arrête de faire de la musique. Et le problème ou pas, c'est qu'il ne pouvait pas faire ses observations sans son frère Alexandre qui construisait avec lui les télescopes, et surtout sans sa sœur Caroline. Caroline, que ses frères lui avaient demandé de faire venir d'Allemagne parce qu'elle avait une maladie quand elle était petite, et donc elle était restée très petite de taille, avec un visage très marqué, donc ses parents avaient décidé qu'elle ne serait pas mariable, et donc elle était devenue une espèce d'esclave domestique. Donc ses frères lui ont dit « fais venir Caroline avec nous ». Et Caroline Herschel était donc l'assistante de son frère William. Elle participait aux tâches, alors souvent les plus pénibles, mais de la fabrication des télescopes. Mais surtout, elle notait en fait toutes les observations de son frère qui était derrière l'oculaire. Et donc le télescope était tellement grand qu'il ne pouvait pas à la fois observer et prendre des notes. Donc c'était sa sœur qui notait absolument toutes les observations. Et donc, quand William a eu la pension royale, il a exigé que sa sœur en ait une aussi. Et c'est ainsi que Caroline Herschel est devenue, toutes sciences confondues, la première femme connue à avoir reçu une rémunération pour effectuer un travail de recherche.
Donc si vous devez retenir quelque chose de cette conférence, c'est que les femmes n'ont pas pu être payées pour faire de la recherche avant 1800 et quelques. Donc voilà, c'était la petite parenthèse féministe de la journée. Mais en tout cas, voilà, Caroline Herschel, elle a aussi découvert par elle-même des comètes, elle a fait un travail formidable. Mais par exemple, elle ne pouvait pas présenter elle-même ses travaux à la Royal Astronomical Society parce que les femmes n'y étaient pas autorisées dans le bâtiment. Donc voilà, on a un peu progressé quand même. Alors pour revenir à Uranus, assez rapidement après, la famille Herschel, on pourrait dire, donc, continue de faire des découvertes et notamment de découvrir des lunes d'Uranus. Alors Uranus, à l'époque, ne s'appelait pas Uranus, elle s'appelait la planète George, parce que William Herschel, c'était un pionnier en termes de recherche de financement. C'était un chercheur extrêmement moderne, et donc il avait compris que s'il voulait de l'argent, il fallait qu'il ait des sponsors. Donc elle s'appelait Planète George parce que le roi d'Angleterre à l'époque s'appelait George. Et donc pour en continuer cet hommage à son nouveau pays qui était l'Angleterre, il a nommé les 4 lunes les plus grosses qu'il a découvertes avec des personnages de Shakespeare. Donc ce sont les fées dans le Songe d'une nuit d'été. Et donc c'est une tradition qui est restée aujourd'hui. Évidemment, Uranus ne s'appelle plus George, mais Uranus. Par contre, les lunes d'Uranus continuent de s'appeler avec des personnages de Shakespeare. Donc, vous avez notamment Roméo et Juliette qui tournent autour d'Uranus. Ici, je continue un petit peu dans la partie historique, mais c'est une lettre que j'ai retrouvée dans les archives de l'Observatoire de Paris. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais on est un observatoire qui existe depuis 1667. Donc, en question archives, on a du stock. Et donc c'est une lettre écrite par William Herschel au directeur de l'époque de l'Observatoire de Paris, donc Cassini IV. Et il lui écrit en 1787 dans un français quasiment parfait. Donc vous vous souvenez, il est allemand, il a émigré en Angleterre, il parle français, il écrit le français quasiment, très très bien. Et donc il écrit une lettre en français au directeur de l'Observatoire de Paris pour lui dire que non seulement les lunes, il a fini par trouver leur période de rotation, mais en plus, un truc rigolo, c'est qu'elles tournent autour de la planète. Alors, je ne sais pas si vous voyez les images historiques des observations des lunes de Jupiter par Galilée, par exemple, mais quand on observe depuis la Terre les lunes de Jupiter, c'est des petits points lumineux qui passent d'un côté, puis de l'autre, d'un côté, puis de l'autre, dans le plan équatorial de la planète. Là, Uranus, quand on la regarde, à certains moments de l'année d'Uranus, on voit les satellites vraiment donc tourner autour de la planète, vraiment dans le plan du ciel. Et donc, dès 1787, William Herschel suppose que l'axe de rotation de la planète a basculé, puisque, a priori, les lunes tournent dans le même sens, selon la même orientation que la planète elle-même. Et donc, voilà, c'était intéressant parce que l'axe d'Uranus qui a basculé, de rotation qui a basculé dans le plan de l'écliptique, ça c'est quelque chose qu'on commence seulement à comprendre, mais c'était vraiment une propriété d'Uranus qui est très propre à Uranus, quoi. Il n'y a pas d'autres planètes dans le système solaire qui ont un axe de rotation comme ça. Et ensuite, les recherches sur Uranus continuent, et notamment avec une très grosse participation de la communauté française, puisque c'est notamment avec la lunette de Meudon que sont faites des observations sur la rotation d'Uranus. Et donc, là, c'est pareil, c'est des archives du magazine... alors à l'époque, c'était pas un magazine, mais la revue L'Astronomie de la Société astronomique de France. Donc là, on est un peu plus loin dans le temps, mais en 1902, il y a une découverte qui est faite à l'observatoire avec la grande lunette de Meudon que Uranus, non seulement son axe de rotation est penché, mais en plus, elle ne tourne pas dans le même sens par rapport au sens auquel qu'elle tourne autour du Soleil. Et donc, c'est une rotation rétrograde. Et donc ça, c'est notamment une découverte qui a été faite pas très très loin d'ici. Et donc, tout ça, on en arrive à une planète qui est particulièrement intéressante à étudier au cours du temps. Parce que sur Uranus, beaucoup plus que sur n'importe quelle autre planète du système solaire, les saisons sont extrêmement marquées, puisque l'axe de rotation donc, a basculé, donc au solstice, il pointe vers le Soleil, et puis à l'équinoxe, il est perpendiculaire à la direction Soleil-planète, mais perpendiculaire toujours dans le plan de l'écliptique. Donc le plan de l'écliptique, pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est grosso modo le plan où tournent toutes les planètes du système solaire autour du Soleil. Et donc,
c'est vraiment, quelle que soit la saison, une configuration qui n'existe sur aucune autre planète du système solaire. Et donc ça pose énormément de questions de planétologie. En 1977, donc là on est il y a beaucoup moins longtemps. Là alors j'espère que ça a marché. C'est une petite animation qui vous montre que par la technique du transit, donc c'est quand Uranus passe devant une étoile du ciel profond, on mesure une baisse de la luminosité, et donc c'est ainsi que sont découverts les premiers anneaux d'Uranus. Donc j'ai mis suspecté par Herschel parce qu'en fait, effectivement, il y a déjà des écrits d'Herschel au tout début qui dit que sans doute Uranus a des anneaux, mais il n'avait pas les méthodes d'observation à l'époque pour les trouver. Mais donc Uranus a effectivement un système d'anneaux assez compliqué. Et donc ils ont été découverts donc il y a pas si longtemps que ça. Et ensuite on arrive, si on continue dans l'histoire, on arrive en 1986 et là c'est la fameuse période dont je vous ai déjà parlé, puisque c'est le survol d'Uranus par la sonde Voyager 2. Et donc c'est un survol. Donc un survol par définition ça dure très peu de temps. Et voilà. Et donc depuis, on n'est jamais retourné à Uranus. Or, quand on va faire de l'exploration in situ, c'est là qu'on peut mesurer tout un tas de paramètres qui sont quasiment inaccessibles depuis la Terre. Par exemple, notamment le champ magnétique. Le champ magnétique d'une planète, on peut l'étudier depuis la Terre, notamment grâce au phénomène des aurores. Je vais en reparler un petit peu après. Mais sinon, c'est quelque chose qui se mesure localement. Et donc, tant qu'on n'avait pas été exploré in situ la planète Uranus, on ne connaissait pas son champ magnétique. Et par exemple, on connaissait très, 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 très mal sa période de rotation. Parce que c'est une planète gazeuse, donc, on dit glacée, mais qui est faite de gaz. Et donc, il n'y a pas de volcan ou de vallée ou de je ne sais quoi qui pourrait permettre, depuis la Terre, de mesurer avec précision une période de rotation. On peut mesurer les courants, les vents, etc. Mais pour vraiment comprendre comment la planète, en tant que structure globale, tourne, etc., la vitesse de rotation, on avait besoin de mesurer le champ magnétique. Le champ magnétique, on le représente avec des lignes. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un schéma du champ magnétique d'un aimant, par exemple. C'est des lignes qui relient le pôle nord au pôle sud de l'aimant. Et bien là, en fait, c'est un peu la même idée. On représente une espèce d'aimant à l'intérieur de la planète. Ça ne veut pas du tout dire que c'est un aimant, hein, attention. C'est juste que c'est la même représentation. Et donc, on voit les lignes de champ magnétique. Et le survol d'Uranus en 86, en fait, on a tellement peu de données qu'il y a eu vraiment un très grand nombre de modèles qui permettent de coller aux données de la mission Voyager. Par contre, il a quand même fallu en sélectionner un, le plus probable, pour pouvoir faire tout un tas d'études. Et donc, actuellement, le modèle qui existe et qui est utilisé pour Uranus le plus, c'est un modèle très compliqué de champ magnétique avec des composantes quadrupolaires que là, on ne voit pas forcément sur ce schéma. Mais par contre, ce que vous pouvez voir sur ce schéma, c'est qu'il n'est même pas centré avec la planète. Enfin, ça, c'est quelque chose de très compliqué à comprendre. Et donc, en fait, c'est pas qu'il est faux, ce modèle, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas mieux pour l'instant, mais on espère bien pouvoir aller remesurer ce champ magnétique en détail, parce que le champ magnétique, c'est un ingrédient très, très important, notamment pour reconstruire les modèles d'intérieur de planètes. Comment l'intérieur de la planète est capable de générer ce champ magnétique très compliqué. Ça, on ne le sait pas encore. Et donc, tant qu'on ne retourne pas explorer Uranus, on ne pourra pas résoudre cette question-là. Et donc, on aura énormément d'inconnus dans l'histoire de notre système solaire, puisqu'on ne pourra pas expliquer l'intérieur et l'histoire d'une des 8 planètes du système solaire, voire 2, parce que Neptune, dont je ne vais pas parler parce que je n'ai pas le temps, mais Neptune, c'est un peu la même histoire. Elle a été survolée en 1989. On a aussi fait des mesures pendant ce survol-là. Et c'est tout. On n'est pas retourné non plus à Neptune. Et donc, les 2 planètes... Et Neptune a aussi Alors, Neptune, son axe de rotation, il n'est pas autant basculé que celui d'Uranus. Par contre, ces 2 planètes-là, elles ont un point commun, c'est que leur axe magnétique est très, très, très écarté de l'axe de rotation. Sur Terre, il y a quelques degrés d'écart. Sur Saturne, c'est 0 degré d'écart. Eh bien, Uranus et Neptune, c'est à peu près 60 degrés d'écart. Donc ça veut dire qu'au cours d'une journée, par exemple, vous ne pourriez pas utiliser une boussole sur Uranus, même si aujourd'hui plus grand monde utilise des boussoles pour se repérer sur Terre, mais
Sur Uranus, il faudrait une boussole qui dépende de l'heure, quoi, parce que le champ magnétique il tourne avec un grand angle entre l'axe magnétique et l'axe de rotation. Et donc, oui, pardon, c'est défaut professionnel, mais je n'ai pas parlé des autres découvertes de Voyager 2. On a découvert notamment 10 nouvelles lunes, 2 nouveaux anneaux, donc le champ magnétique, comme je vous ai dit, le plus exotique, et notamment donc, la période de rotation de cette planète, estimée à un peu, alors je suis trompée, c'est pas un peu moins, c'est un peu plus de 17 heures, comme vous allez voir juste après. Et puis ensuite, donc, plus de mission spatiale, on est obligé de se rabattre sur les observations qu'on peut faire depuis la Terre. Et donc là, depuis la Terre, on a heureusement une batterie de télescopes qui ont permis de continuer l'exploration d'Uranus dans différentes longueurs d'onde, dans différents types de lumière. Et donc, on a pu, comme ça, commencer à étudier l'atmosphère d'Uranus, les couches les plus basses, au contraire, les plus externes de l'atmosphère d'Uranus. On a notamment aussi continué d'explorer les anneaux, qu'on voit ici sur cette image. Et très récemment, Uranus a pu bénéficier d'une campagne d'observation du James Webb Space Telescope. Donc le James Webb Space Telescope, c'est un télescope qui observe dans l'infrarouge. Et donc là où c'est extrêmement intéressant en études de planétologie, l'infrarouge, c'est que les planètes du système solaire, elles émettent de la lumière, elles diffusent la lumière du Soleil, donc elles ont une composante spectrale qui est proche de celle de notre étoile, le Soleil. Mais quand elles font elles-mêmes de l'énergie, là, la lumière qu'elles produisent par elles-mêmes se trouve dans l'infrarouge. Et donc, en fait, quand on explore les planètes avec l'infrarouge, on a des informations sur les couches plus internes de la planète. Alors, pas non plus le cœur, mais je veux dire l'atmosphère plus profonde. Et on a des indices supplémentaires. On voit donc très bien le système d'anneaux. Et on voit aussi les points bleus. C'est les plus grosses lunes d'Uranus. Donc voilà, on a eu cette image. Et ça, c'est intéressant parce que, donc, comme je disais, c'est une planète qui est très très mal connue. Et notamment, on a... Alors, je suis désolée, je me rends compte que je n'ai pas mis la source de ce schéma. C'est mal. Donc, je vous présente mes excuses. Mais globalement, c'est une planète dont on sait très peu de choses. On a une vague idée de sa composition interne. On a aussi une vague idée de sa composition atmosphérique et de la dynamique de l'atmosphère, mais vous avez vu, même dans le James Webb, c'est une planète qu'on voit, qui a un très petit diamètre, même dans les meilleurs télescopes. Donc on n'a pas beaucoup de résolution spatiale. Et puis il y a quand même des grosses questions de planétologie qui sont très intéressantes à étudier Uranus. Pour étudier Uranus, l'une d'entre elles étant que Uranus n'est donc pas la planète la plus lointaine, puisqu'il y a Neptune derrière, mais c'est la planète la plus froide. Pourquoi ? On n'est pas encore sûr. Voilà, c'est le genre de questions de planétologie auxquelles on s'intéresse. Et là où c'est intéressant, c'est que c'est très sans doute lié à l'histoire de la formation du système solaire et à ce qu'on appelle les migrations planétaires, ce qui fait que sans doute Uranus ne s'est pas forcément formé à l'endroit où elle se trouve aujourd'hui. Et son axe de rotation qui a basculé. Aujourd'hui, on a des travaux de simulation numérique qui montrent que c'est possible s'il y a eu un très fort impact dans l'histoire du Soleil, du système solaire très jeune. Donc c'est un témoin de cette période très très chaotique du tout début de notre système solaire. Et quand même, quand on prend vraiment beaucoup de recul sur le système solaire tel qu'on le connaît aujourd'hui, donc ça c'est une image que j'aime bien parce qu'elle vous montre les objets à l'échelle, entre eux. Évidemment pas les distances entre les objets, mais... Donc vous voyez, on a une catégorie de planètes de type terrestre, tellurique. On a les géantes gazeuses qui sont effectivement très très grandes. Et puis Uranus et Neptune, sur cette image, on voit bien que c'est une catégorie à part. Et donc c'est quand même un quart des planètes du système solaire qu'on connaît très très mal. Et donc c'est pour ça qu'une mission d'exploration d'Uranus ou Neptune est depuis une dizaine d'années dans les priorités des agences spatiales. Aujourd'hui, la fiche... Alors, en fait, c'est même pas vrai. J'allais dire aujourd'hui, la fiche d'identité d'Uranus, c'est ça. Mais je crois qu'il y a 2 lunes qui ont été découvertes récemment. Donc, je crois qu'aujourd'hui, officiellement, Uranus a 29 lunes. Mais donc, ça continue de grandir, les connaissances d'Uranus, mais globalement, c'est ça la fiche d'identité d'Uranus aujourd'hui, telle qu'on la connaît, et donc on espère que cette fiche d'identité va évoluer
au cours des 10, 20, 30 prochaines années. Donc pourquoi il faudrait y retourner? J'ai commencé à répondre à cette question. Mais là, je vous fais un petit rappel d'exploration du système solaire. Parce qu'aujourd'hui, voilà, on entend beaucoup parler du spatial, de tourisme spatial, d'exploration de Mars. On a l'impression que c'est facile d'y aller, enfin que c'est plus qu'une question d'argent, etc., etc. Mais l'exploration du système solaire, c'est quand même extrêmement compliqué. Et ça a toujours été extrêmement compliqué. Et donc ça, c'est un poster que j'aimais bien quand j'étais... Donc il est peut-être pas tout à fait mis à jour, mais qui vous présente avec un trait toutes les missions spatiales d'exploration du système solaire jusqu'à, donc, je sais pas, c'était peut-être il y a 4-5 ans. Et donc, vous voyez qu'il y a plein de traits autour de la Terre, autour de la Lune, autour de Mars, Vénus. Autour de Mercure, déjà, il n'y en a plus beaucoup. Jupiter, Saturne, bon, on est quand même à peu près servi, mais Uranus et Neptune, quand on zoome, voilà, il y a un pauvre trait, c'est la mission Voyager 2, et c'est tout. Voilà. Donc, Uranus et Neptune, on est quand même très, très pauvres en termes d'exploration, alors que, par exemple, on est en train d'explorer les lunes de Jupiter avec la mission JUICE de l'Agence spatiale européenne. Donc voilà, on est en train d'apprendre plus de choses sur les lunes de Jupiter, alors qu'on ne sait toujours pas les informations sur les deux planètes du système solaire que sont Uranus et Neptune. Et donc, pendant moi, toutes mes études d'astrophysique, j'ai toujours vu les présentations de l'Agence spatiale européenne avec cette case Concept Ice Giant Mission. Bon, oui, parce qu'on appelle Uranus et Neptune les géantes de glace, parce que donc elles sont non pas composées comme Jupiter et Saturne essentiellement d'hydrogène et d'hélium. En astrophysique, c'est ça qu'on appelle les gaz, l'hydrogène et l'hélium. Et elles ont des composants plus lourds, et donc on les appelle les géantes glacées, mais ça ne veut absolument pas dire que c'est des planètes à Gandaz. Hein. Attention à vous méfier des termes scientifiques. Donc, déjà, je vous ai dit, dans le système solaire, c'est des grandes inconnues, on a très peu d'informations. Mais en plus de ça, vous n'êtes pas sans savoir que depuis 1995, on découvre des milliers d'exoplanètes. D'ailleurs, ce diagramme me fait rire parce qu'il date de 2017. Ils expliquent que le total des exoplanètes découvertes, c'est 3567. Là, je regarde régulièrement pour mes cours à la fac, on est à plus de 7000 exoplanètes découvertes. Donc ça va très, très, très vite. Le truc, c'est que ce diagramme-là, par contre, lui, il ne change pas vraiment. Enfin, il y a plus de points, mais sinon, il ne change pas trop. À savoir qu'on découvre énormément d'exoplanètes. Alors, c'est toujours le biais observationnel, hein, aussi, c'est lié aux méthodes de détection. Mais on découvre énormément de planètes qui sont soit des super-Terres, soit des mini-Neptunes. Là, pour la blague, quand on parle d'exoplanètes, on parle toujours de mini-Neptune, alors qu'en fait, c'est juste une question de taille. Or, Uranus et Neptune ont exactement la même taille. Pourquoi on ne dit pas Uranus? C'est juste qu'en anglais, ça fait trop con. Je vous laisse réfléchir, mais c'est vraiment la raison de pourquoi on parle de mini-Neptune et pas de mini-Uranus. Donc, pauvre Uranus là-dessus s'est fait un peu sacrifier, mais donc on parle de mini-Neptune, et donc vous voyez bien sur ce diagramme qui vous présente les périodes orbitales des planètes en fonction de leur taille. Et donc la Terre, Neptune et Jupiter. Et donc vous voyez bien que la plupart des exoplanètes qu'on découvre sont entre la Terre et Neptune, ou Uranus. Mais donc c'est la catégorie des planètes qu'on connaît le moins dans le système solaire. Là, je vous fais une parenthèse scientifique niveau 2, puisque ça va parler de ce que je fais un petit peu moi dans mes travaux de recherche. Donc si vous voulez faire une petite pause, vous pouvez, je vous pardonne. Mais bon, je vais essayer de vous garder avec moi le plus longtemps possible. Un autre problème qu'on a, donc, c'est par exemple donc la magnétosphère d'Uranus. Comme je vous l'ai dit, donc Uranus, c'est une planète très spécifique dans le système solaire, puisque donc son axe de rotation, il est dans le même plan que la rotation de la planète autour du Soleil. Donc c'est la flèche noire ici, au cours du temps. Et donc son axe magnétique étant très écarté, on a une configuration par rapport au Soleil qui change énormément au cours d'une année d'Uranus. Une année d'Uranus, c'est 84 ans, donc c'est quand même assez long. Mais c'est aussi pour ça que, en fait, par exemple, donc entre 1986, on était donc au solstice, l'axe de rotation pointait vers le Soleil. Et puis là, voilà, on est en train d'approcher de l'autre solstice. Mais entre les deux, on est passé près de l'équinoxe. Et donc, prochain équinoxe en 2049, je vous en reparlerai après. Et pourquoi ça m'intéresse, moi, en tant que physicienne des magnétosphères planétaires? C'est que le champ magnétique d'une planète,
quand la planète tourne très vite, déjà par exemple pour Jupiter, ça c'est un papier de 1984 sur le champ magnétique de Jupiter. Donc aujourd'hui on sait que ça ressemble plus à ça, mais c'était pour vous montrer un peu comment les gens essayaient d'imaginer les magnétosphères planétaires en rotation encore il y a quelques dizaines d'années. En fait, on avait une grosse question de comment ce champ magnétique il interagit avec le vent solaire. Donc le vent solaire, c'est un plasma qui est donc fait de particules chargées électriquement et donc qui interagit avec le champ magnétique. Et donc le vent solaire, par définition, il vient du Soleil. Et donc il se propage c'est ça qui donne une direction privilégiée à une magnétosphère planétaire. Et donc, par exemple, ne serait-ce que pour Jupiter qui tourne en 10 heures sur elle-même, mais à peu près alignée axe de magnétique, axe de rotation, on avait du mal à imaginer ce que ça pouvait représenter. Alors qu'avec Uranus, ce qui est très compliqué à s'imaginer, c'est que là, non seulement ça tourne vite, on a dit environ 17 heures, c'est une planète géante, donc plus on est loin et plus ça tourne vite. Donc la magnétosphère, elle tourne vraiment très vite. Et en plus de ça, ce qu'on appelle l'angle d'attaque, c'est l'angle qui existe entre le vent solaire incident et le cornet polaire, la direction ouverte du champ magnétique d'une planète, varie énormément au cours de la journée et au cours de l'année. Ici, vous avez un diagramme qui vous présente pour la Terre la variation de cet angle d'attaque au cours d'une année. Et donc vous voyez que donc c'est à peu près 90 degrés, parce que l'axe de rotation de la Terre il est à peu près à 90 degrés du vent solaire. Et comme je vous ai dit, il y a une petite différence de degrés entre l'axe magnétique et l'axe de rotation. Donc ça, c'est la petite bande grise. Et sur Uranus, vous voyez que non seulement l'angle d'attaque il varie au cours de l'année, et puis en plus, la période grise qui correspond à la rotation au cours d'une journée, elle varie aussi énormément. Et Neptune, c'est un cas un peu intermédiaire, parce que donc, comme je vous l'ai dit, l'axe de rotation est moins penché que pour Uranus. Mais pareil, il y a un très grand angle entre l'axe magnétique et l'axe de rotation. Et donc ça pose beaucoup de questions sur comment la magnétosphère est organisée et toute la dynamique du plasma à l'intérieur. Ça pose beaucoup de questions de physique fondamentale sur comment les particules sont accélérées, est-ce qu'il y a une source de plasma interne, est-ce que il y a des phénomènes énergétiques qui se passent, qui ne pourraient pas se passer ailleurs. Or, pour modéliser ça, on a besoin de quand même certains ingrédients. On a besoin du modèle de champ magnétique de la planète. Donc, comme je vous l'ai dit, celui-là, déjà, on ne le connaît pas très bien. Et on a besoin ensuite de mesures de vent solaire. Or, les mesures de vent solaire au niveau de l'orbite d'Uranus, on n'en a pas non plus 50 000. Parce que c'est les sondes spatiales qui les mesurent sur place. Et donc là, vous avez les mesures de Voyager 2 au cours du temps. Et donc, 86, on est là. Et donc, vous voyez, ça varie quand même beaucoup. C'est pas un vent stationnaire avec uniquement un jeu de paramètres possible. Donc en fait, on a ces chocs en fait ces variations de vent solaire qui se propagent depuis le Soleil, qui s'amplifient en fait au cours de leur voyage dans le système solaire. Et donc non seulement la planète tourne très vite, non seulement il y a ces histoires d'axes de rotation qui sont complètement exotiques par rapport aux autres planètes, et en plus on est dans une région du système solaire où le vent solaire qui arrive est lui-même extrêmement variable. Donc tout ça fait que, aux questions dynamiques, on est servi. Et donc quand on a mesuré le champ magnétique d'Uranus en 86, donc un champ magnétique, quand on mesure, ça ressemble à ça. Grosso modo, on arrive près de la planète, le champ magnétique augmente. Donc là, on passe de 10 nanotesla à peu près un peu moins de 1000 nanotesla. Et donc une fois qu'on se rééloigne de la planète, ça baisse. Et donc si c'était un modèle de champ magnétique simple, on aurait cette courbe ici en noir, mais les mesures montrent des trous de champ magnétique qui se sont passés. Et donc ça, en fait, c'est parce que la sonde Voyager a traversé ce qu'on appelle la queue de plasma. C'est une région de la magnétosphère côté nuit, où comme il y a des lignes de champ magnétique qui retournent vers la planète, qui rencontrent des lignes de champ magnétique qui sortent de la planète, en fait, ça annule le champ magnétique localement et ça crée du courant électrique. Et donc, c'est ces fameuses dépression magnétique là qu'on voit. Et donc, on avait une mesure comme ça de la rotation de la magnétosphère. Je vous en reparlerai un petit peu après. Aussi, là, je fais une petite parenthèse. Donc ça, c'est pas mes propres travaux, mais c'est ceux de mes collègues de l'Observatoire de Paris. Comme je vous l'ai dit, depuis la Terre, un des seuls moyens qu'on a d'étudier le champ magnétique, c'est grâce aux aurores.
Donc je ne vais pas me lancer maintenant dans un cours sur les aurores planétaires, mais globalement, une aurore, comment ça se passe? C'est quand il y a du champ magnétique de la planète qui donne une direction privilégiée à des particules avec beaucoup d'énergie, notamment des électrons, qui à la base viennent du vent solaire ou de très loin. Et donc ce champ magnétique en fait, va les diriger vers des régions très précises de la planète. Donc ça fait une espèce d'ovale autour du pôle magnétique. Et ensuite, ces particules, elles rencontrent l'atmosphère de la planète. Et quand elles arrivent dans une région où l'atmosphère est suffisamment dense, eh bien là, ça crée de la lumière. Ce qui n'est pas le cas quand le plasma est très très raréfié. Là, il n'y a pas assez de matière pour produire ces interactions-là. Et donc, il faut un champ magnétique, il faut une atmosphère, globalement, pour faire des aurores. Et donc, sur Uranus, il y a une atmosphère, il y a du champ magnétique, donc on a des aurores qu'on peut détecter depuis la Terre. Alors, quand on dit détecter, ce n'est pas les magnifiques images de Thomas Pesquet ou même de Jupiter que vous pouvez connaître, ou de Saturne. Vous voyez là, c'est quelques pixels qui s'allument le long de l'ovale auroral. Il faut bien les capter. Et donc, mon collègue Laurent Lamy, notamment, ils ont conduit des campagnes d'observation parce que un des problèmes qu'on avait, c'est que, comme on connaissait très mal la période de rotation d'Uranus, on a mesuré la direction du champ magnétique en janvier 86, mais 6 mois après, on l'avait perdu. Parce que si on connaît mal la période de rotation et que c'est un truc qui n'est pas visible depuis la Terre, on est obligé de propager cette direction du champ magnétique avec la période de rotation qu'on connaît. Et donc, si on ne la connaît pas suffisamment précisément, au bout de quelques mois, on perd l'orientation de l'axe magnétique. Et donc, on ne sait plus où chercher les aurores. Donc là, grâce au travail de l'équipe de Laurent, on retrouve à certaines périodes l'axe magnétique d'Uranus grâce aux aurores. Mais donc, si je reviens maintenant à la situation de 1986, on s'est donc rendu compte que la magnétosphère d'Uranus, c'était une des plus dynamiques du système solaire et qu'on n'avait jamais étudié ce genre de magnétosphère. Et donc, il y a eu des travaux de simulation qui ont été faits à l'époque par une équipe américaine. Alors, à l'époque, mais plus tard quand même, puisque le papier date de 2004, qui ont montré que si on fait tourner un champ magnétique dans du plasma, il se développe une double hélice dans la queue magnétosphérique. Et pour Uranus, ce serait une hélice qui couvrirait 500 fois le rayon d'Uranus, en termes de pas de l'hélice. Donc c'est vraiment une structure immense qui se développerait comme ça dans le côté nuit de la magnétosphère. Or, pour des raisons techniques, cette équipe n'avait pas mis de champ magnétique dans le vent solaire, parce que ça rajoute une direction à privilégier en fait, pour le code numérique, donc c'est compliqué. Et le problème aussi, c'est qu'en fait, en faisant simplement tourner 2 lobes magnétiques à la période de rotation d'Uranus, sans même inclure les équations de la physique des plasmas, etc., en fait, on retrouve déjà les chutes de courant les chutes de champ magnétique mesurées par Voyager 2. Et ça, c'est en fait parce que la sonde Voyager 2, si on se place maintenant dans le repère fixe avec les lobes de la magnétosphère tels que vus dans la simulation, en fait, la sonde, elle a quitté cette magnétosphère beaucoup trop près de la planète pour qu'on voit en fait l'effet de l'hélice sur les données. Donc en fait, d'un côté, la simulation, c'était cool, ça nous a donné un truc super intéressant à étudier, mais en même temps, c'est impossible de l'étudier avec les données, les seules données qu'on ait de Voyager 2. Et donc moi, pendant ma thèse, j'ai fait des simulations numériques où j'ai rajouté du champ magnétique dans le vent solaire. Et là, ce qui est rigolo, c'est que donc ça casse en fait l'axe de symétrie de l'hélice, parce que quand le vent solaire il transporte du champ magnétique, même si la planète elle a un champ magnétique très fort, au bout d'une certaine distance, il devient de toute façon équivalent à celui qui est transporté par le vent solaire. Et donc en gris, vous voyez des zones qu'on appelle les zones de reconnexion magnétique. C'est des zones où le champ magnétique du vent solaire se reconnecte avec celui de la planète. Et donc ça freine, en fait ça transmet des informations entre le vent solaire et la planète. Et donc ça rajoute... Bon, évidemment, j'ai fait toute une thèse là-dessus, donc je ne vais pas vous raconter ça maintenant, mais pour vous montrer un peu, au cours d'une journée, donc là, en bleu et rouge, c'est le dipôle magnétique d'Uranus qui tourne. Et donc, vous voyez des lignes de champ magnétique qui partent avec le vent solaire et qui arrivent à se connecter à la planète à travers ces régions grises. Et donc ça, c'est évidemment beaucoup plus compliqué à étudier que ce qu'on a pu voir juste avant avec des schémas en 2D qui ne dépendent pas du temps. Et à l'équinoxe, c'est une situation différente, puisque là, la planète, elle tourne sur le côté par rapport au vent solaire. Si on reprend les mêmes paramètres que la simulation précédente, on obtient une structure de cette forme-là. Alors par contre, là, c'est pareil que l'autre, il n'y a pas de champ magnétique dans le vent solaire. C'est pour ça que
ça fait des spaghettis qui rebouclent. Quand vous mettez du champ magnétique dans le vent solaire, ça s'arrête tout de suite. Ils font un tour, ils reconnectent avec le vent solaire et ils n'arrivent pas à faire une structure comme ça qui s'enroule. Mais en tout cas, quand on compare au schéma classique qu'on connaît des magnétosphères de type de la Terre, donc que je vous ai mis en haut pour vous représenter, vous imaginez très rapidement que c'est des configurations qui sont de toute façon extrêmement différentes de toutes celles qu'on connaît jusqu'à présent. Si je reviens brièvement sur l'histoire des aurores, je vous parle d'un sujet extrêmement récent puisque mon collègue a donné un séminaire sur le sujet lundi au labo. Donc là, on est dans la science qui se fait au jour le jour. Pour les planètes géantes, on a essentiellement 3 systèmes de longitude qu'on utilise, et dont 2 qui sont liés à la dynamique de l'atmosphère. Et donc, la dynamique de l'atmosphère, on la mesure en regardant les gaz de l'atmosphère depuis la Terre. Ça change en fonction de la latitude, de la longitude, justement, ça change en fonction de beaucoup de choses. Donc ça, je ne veux pas en parler. Mais le 3e système de longitude, on le définit grâce au champ magnétique. Et donc, pour Uranus, on avait utilisé 2 choses en 1986. Les émissions radio mesurées par Voyager, donc quand il a survolé la planète, et évidemment les mesures du champ magnétique lui-même. Et tout ça avait fait qu'on était arrivé à une période, je dis on, mais moi j'étais pas née, hein, donc c'est pas moi, mais les chercheurs sont arrivés à une période de 17,24 heures, avec une barre d'erreur de 0,01 heure. Et donc, avec cette période de rotation, c'est ce que je vous ai dit, le système de longitude qu'on peut associer à cette rotation n'est valable que pour quelques années, voire même... Enfin voilà, c'est vraiment pas robuste en termes de durée. Et donc, depuis 2011, Laurent et son équipe ils demandent au Hubble Space Telescope notamment des fenêtres pour pouvoir observer Uranus, et notamment quand il y a des tempêtes de vent solaire qui peuvent arriver à Uranus. Donc c'est vraiment un projet énorme de travail parce que ça veut dire qu'il surveille évidemment l'activité solaire. Il utilise des modèles de propagation du vent solaire pour ensuite voir si les chocs et les tempêtes qu'on voit vont se propager, si c'est dans la direction d'Uranus, si ça va arriver jusqu'à Uranus, etc. Et il a donc ensuite 3 mois, parce que si vous faites le calcul de la vitesse de propagation du vent solaire qui est de 1 million de kilomètres par heure, il parcourt le système solaire en quelques mois. Et donc, il a ensuite, une fois que la tempête est partie du Soleil, il a 3 mois pour faire ses demandes d'observation au Hubble Space Telescope. Donc, c'est assez stressant comme processus. Mais grâce à ça, il obtient comme ça régulièrement, pas souvent non plus, hein, mais régulièrement, des images d'aurore sur Uranus. Et donc, comme ça, il peut fitter des modèles. Alors, fitter, c'est un mot anglais, mais il peut ajuster des modèles de direction du champ magnétique pour que ça crée un ovale auroral à l'endroit où on voit les observations d'aurore. Et grâce à ça, en combinant toutes ces observations, ils ont retrouvé une période de rotation d'Uranus qui est un peu plus longue, de 28 secondes, que celle qui est officiellement partout dans tous les documents, mais surtout 1000 fois plus précise. Et donc, ça lui permet de définir un système de longitude qui est valable pendant plus d'un siècle. Et ça, il est très content, parce qu'il a pu le prouver, parce que ça marche très bien avec les observations de Voyager en 86, et ça marche très bien avec des observations d'Uranus dans l'infrarouge qui datent d'il y a quelques mois, du James Webb Space Telescope. Donc en fait, c'est une mesure extrêmement puissante. Donc là, c'est en cours de révision dans Nature Astronomy, mais il y a déjà des bases de données d'éphémérides qui utilisent son système de longitude, puisqu'il fonctionne beaucoup mieux que ceux utilisés précédemment pour toutes les observations d'Uranus. Et donc voilà, c'est un petit résultat cocorico, puisque c'est fait avec les collègues de l'Observatoire de Paris. Et donc là, je vous ai un petit peu montré à quel point c'est quand même un sujet qui nous excite, Uranus. Mais voilà, pourquoi on n'y est pas allé jusqu'à présent? C'est quand même parce que, comme je vous l'ai dit, c'est très difficile. Et donc, c'est une mission d'exploration, Uranus Orbiter and Probe, qui va demander de relever énormément de défis. Et donc, je vais vous parler un petit peu. Déjà, ça, j'ai un truc que j'aime bien faire avec les étudiants, ou même n'importe qui, c'est vous prenez une règle de 30 cm, comme vous l'en avez peut-être eu à l'école. Donc, vous mettez la Terre à 1 cm du Soleil, qui est au tout début. Et donc, vous voyez que Uranus, elle est à peu près à 20 unités astronomiques. Donc, l'unité astronomique, c'est la distance moyenne entre le Soleil et la Terre. Donc, c'est
150 millions de kilomètres. Donc, vous voyez, si ici 1 centimètre c'est 150 millions de kilomètres, qu'Uranus est effectivement quand même très 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 loin. Et c'est tellement loin que vu depuis Uranus, le Soleil c'est une grosse étoile. Or, ça c'est un monsieur que j'aime bien parce qu'il fait des vues d'artistes de comment on voit le Soleil depuis toutes les planètes. Et quand c'est une planète gazeuse, comme on ne peut pas être sur la planète, il se met sur une lune de la planète. Donc là, on est sur une lune d'Uranus, c'est une vue d'artiste, évidemment, on n'a pas d'image comme ça, mais on voit le Soleil, à quoi il ressemble. Et donc, on ne peut plus utiliser de panneaux solaires. Je ne sais pas si vous avez vu JUICE, le machin qui va vers Jupiter, là, de l'Agence spatiale européenne, avec des panneaux solaires. Les panneaux solaires sont énormes. Et donc, ce n'est que à 5 unités astronomiques. Donc, à 20 unités astronomiques, on oublie les panneaux solaires. Or, en Europe, on a signé quelque chose, alors je ne sais jamais si c'est un traité, une convention, machin, qui dit qu'on n'a pas le droit d'utiliser d'énergie nucléaire sur nos missions. Donc, techniquement, l'Europe seule ne peut pas aller explorer Uranus. On est obligé d'attendre l'Agence spatiale des États-Unis, la NASA. Et quand j'étais donc en thèse, et en fait, depuis 86, depuis Voyager 2, les scientifiques travaillent sur des projets comme ça de missions. Donc ça, c'est un tableau parmi d'autres, mais qui vous montre en fait les projets qui étaient en compétition. Donc un orbiteur de Neptune, ou un survol d'Uranus, ou un orbiteur d'Uranus avec une sonde de rentrée atmosphérique, ou un orbiteur d'Uranus sans sonde de rentrée atmosphérique. Et ensuite, on y définit des objectifs scientifiques qu'on peut atteindre avec cette instrumentation-là. En fonction de la taille de la mission, on a aussi un nombre d'instruments qu'on peut mettre sur l'orbiteur ou sur la sonde de rentrée atmosphérique. Et ensuite, ça nous donne des poids de mission, des exigences sur le type de lanceur qu'on veut utiliser, etc. Et donc, l'idée d'un orbiteur d'Uranus s'est imposée. Alors pourquoi Uranus et pas Neptune ? Parce que mine de rien, Uranus c'est quand même plus près. Donc c'est plus facile de l'observer avec des télescopes depuis la Terre. Et donc pour un suivi de mission, c'est quand même un peu plus simple que pour une planète qui est encore plus loin et qu'on voit encore moins bien depuis la Terre. Ça, c'était une des raisons principales. L'autre raison, c'est que quand on voyage dans l'espace, vous savez peut-être qu'on utilise... Enfin déjà, on va pas tout droit, ce serait trop simple. On utilise les trajectoires des autres planètes qui se trouvent sur le chemin pour faire ce qu'on appelle des assistances gravitationnelles. Et donc, en plus, pour Neptune, la conjonction de planètes qui permettent d'y aller est encore plus rare. Et donc, ça fait des fenêtres de lancement extrêmement petites. Or, vous connaissez peut-être un peu le spatial. Des retards de lancement, on en connaît beaucoup. Bepi Colombo, par exemple, quand j'ai commencé ma thèse, j'ai mis dans mon... Enfin, il y avait dans mon offre de thèse que Bepi Colombo devait être lancé en 2016. J'ai commencé ma thèse en 2015. Elle est partie 10 jours après ma soutenance de thèse en 2018, quoi. Donc, à 2 ans près, c'est très possible qu'une mission soit retardée. Et donc, quand votre fenêtre de tir elle est de 2 ans, pour les agences spatiales, ça paraît beaucoup moins crédible que quand vous avez une fenêtre de tir possible de 10 ou 15 ans. Donc, Neptune a été plus ou moins effacé de la liste. Et... Ah oui, alors ça, c'est une photo que j'aime bien vous montrer. C'est notre dernier meeting avant le Covid. Donc on était à Londres et c'est janvier 2020. Donc vous voyez, c'était vraiment chaud, quoi. Et d'ailleurs, la mission que j'aurais dû faire suivante, c'était le lancement de Solar Orbiter. Et en fait, avec le Covid, on n'y est pas allé. Enfin, moi, en tout cas, j'y suis pas allée parce que c'était trop risqué. Et puis en plus, la mission était retardée. Enfin, le décollage était retardé. Donc là, en janvier 2020, on était à Londres et puis à l'époque, c'était encore un projet, quoi. Je veux dire, il n'y avait aucune raison officielle de parler de mission vers Uranus puisque c'était dans aucune... Enfin, il n'y avait rien de concret dans les projets des agences spatiales. Et donc, j'aime bien raconter parce que lors de ce meeting-là, il y avait donc des débats énormes, Uranus, Neptune, quels instruments, une sonde de rentrée atmosphérique ou pas, blablabla. Et à un moment, il y a une dame de la NASA qui a dit ouais, on est en train de beaucoup parler, là. Qu'est-ce qui est né après 1990 ? Dans la salle. Et là, on était 3 à lever la main. Et elle a dit, en gros, c'est vous, guys, qui vont devoir s'occuper de cette mission parce que si on arrive au mieux, c'est en 2044. Et donc, c'est pour vous dire à quel point c'est génial de travailler dans ces projets-là, c'est qu'on ne peut pas travailler pour soi, c'est impossible. Donc, les projets, si vous voulez faire de la science pour avoir votre nom écrit sur une statue dans le parc de l'Observatoire, maintenant, ça devient compliqué parce que c'est forcément des projets collectifs. On peut pas... Moi, je suis trop jeune pour avoir l'expérience pour faire une mission de 0. Donc, on est obligé de travailler, et on est très content de travailler avec toutes les équipes de Voyager.
Et en même temps, l'équipe de Voyager, il n'y en a plus un seul qui sera là en 2044 pour... J'exagère, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas eux... c'est pas eux qui vont porter l'analyse des résultats scientifiques de cette mission. Et donc, on est obligé d'avoir des projets très intergénérationnels, très internationaux. Et donc, moi, c'est une partie de mon travail que j'aime particulièrement, c'est ça. C'est ces communautés qui se créent autour de ces projets spatiaux. Parce que, donc, comme je vous l'ai dit, il y a des gens qui travaillent là-dessus depuis 1986. Et donc, on est censé rester un groupe jusqu'en 2044 au mieux. Et là où c'est cool, quand même, c'est qu'entre-temps, il y a eu le Covid, tout ça. Mais surtout, en 2022, la NASA... Enfin, alors, c'est pas la NASA, c'est un organisme scientifique américain, mais on peut retenir. La NASA a sorti son rapport de priorité de qu'est-ce qu'on devrait faire comme mission entre 2023 et 2032. Et là, pour la première fois de l'histoire de l'exploration spatiale, le projet de mission les plus grosses de la NASA est en une priorité pour Uranus. Et donc là, c'était super pour nous, parce que c'était la première fois qu'on avait une raison officielle concrète de dire c'est bien, on s'intéresse à Uranus, mais on va vraiment y aller et on va vraiment y retourner. Et donc, la mission a été sélectionnée par la NASA parce que justement, déjà, les questions scientifiques sont énormes. Ça touche une communauté gigantesque, parce que ça touche toutes les sciences de la planétologie, depuis l'intérieur des planètes jusqu'à la magnétosphère. Donc la communauté est très large. Et en plus, comme ça fait plus de 30 ans que beaucoup de gens travaillent sur ce projet, en fait, si un jour la NASA dit « c'est bon, on a l'argent », on peut espérer faire cette mission en quelques années. Ce qui est rarissime pour d'autres missions. Bepi Colombo, entre le moment où ça a été décidé et le moment où ça a été lancé, il y a eu 25 ans. Là, on vise plutôt 5, 6, 7 ans de phase de préparation avant le lancement. Et donc, on vise un lancement au mieux en 2031. Donc là, c'est quand même en train de s'éloigner parce que les budgets sont toujours pas votés, notamment à cause des élections américaines, des guerres, parce qu'on ne se rend pas compte à quel point les budgets publics dépendent de plein de choses. Et donc, il y a eu beaucoup de retard dans les budgets. Donc, pour l'instant, on est encore un peu en phase de démarrage. Donc, 2031, ça commence à s'éloigner. En tout cas, au mieux, on arrive en 2044 à Uranus. Le problème... Ah oui, alors ça, c'était aussi pour vous montrer, par contre, le dernier meeting qu'on a eu. C'était en juillet 2023 à Pasadena, aux États-Unis. Et donc là, je vous ai montré la dernière slide. Comme ça, vous voyez que je vous raconte pas des bobards. We are going to Uranus. Je le dis bien à la française pour pas vous faire trop rigoler. We are taking the first steps of a long process. Let's do it right. Et voilà, ça faisait une semaine qu'on discutait de projets instrumentaux, de mesures qu'il fallait faire, etc., etc. Le problème qu'on a, c'est que, donc, je vous ai dit, on est allé visiter Uranus au solstice en 86. Et donc, comme c'est une planète qui est très intéressante, comme je vous l'ai dit, au cours de son année, on espère arriver au moment de l'équinoxe. Et donc ça nous donne une date limite qui est 2049. Et d'ailleurs, on aimerait bien arriver un petit peu avant, parce que si on est pile à l'équinoxe, en fait, on a quand même toute une moitié de la planète qui est tout le temps à l'ombre. Et donc, on ne pourra pas faire autant de mesures que si on est un petit peu décalé par rapport à l'équinoxe. Et c'est pour ça qu'on vise 2044, 2049 dans nos objectifs. Or, comme il y a entre 12 et 15 ans de phase de croisière en fonction des planètes qu'on peut croiser, vous faites le calcul qu'on n'a pas non plus 50 ans pour lancer la mission. Et donc, je vous raconte tout ça dans mon livre, Enquête de planète. Alors, pas tout, parce que du coup, ça change quand même un peu, tout ce qui est exploration spatiale. Mais voilà, je voulais vous faire petite présentation de pourquoi on veut aller explorer Uranus et pourquoi ça va être compliqué d'y aller. Voilà.